J'ai le plaisir aujourd'hui d'échanger avec Thierry Bonhomme, CTO d'ITF1. Bonjour Thierry. Bonjour. Merci de prendre le temps d'être avec nous aujourd'hui. Et avant toute chose, avant de commencer notre conversation, est-ce que tu pourrais nous expliquer davantage quelles sont les activités d'ITF1, qui est la branche digitale du groupe? Alors nous sommes en charge en fait de construire et d'opérer toutes les plateformes digitales pour le groupe TF1, c'est-à-dire TF1+, TFUMAX et TF1 Info aussi. Donc nous développons les produits et nous les maintenons en fait sur l'activité de streaming. Très clair. Je suis ravie de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. C'est vrai que depuis quelques années maintenant, le groupe a opéré une vraie stratégie d'accélération digitale et a étoffé considérablement son offre numérique, ce qui a donné lieu justement l'an dernier à un lancement assez stratégique. On a pris un grand virage avec le lancement de la plateforme de streaming du groupe TF1+. Est-ce qu'aujourd'hui, Thierry, on peut dire que le streaming est un axe de développement majeur pour le groupe ? Oui, c'est un axe très important pour le groupe, parce qu'on voit très bien que c'est le relais de l'audience, c'est là où les jeunes aussi regardent de plus en plus le streaming, et c'est là où se fait la croissance du business. Donc TF1 met les moyens pour essayer d'investir en fait, cet espace qui est effectivement clé pour l'avenir de TF1. Et typiquement, TF1+, c'est pas seulement la redéfinition d'une offre, mais j'imagine que c'est parce qu'on est passé donc d'une plateforme de rattrapage qui était MyTF1 à une réelle plateforme de streaming. Déjà, est-ce que tu peux peut-être rappeler quelle est la différence entre ces deux plateformes? Ouais. C'est effectivement d'abord cette transformation de MyTF1 à TF1+, c'est d'abord une transformation d'offre. C'est-à-dire qu'avant, on était perçu comme vraiment l'aspect, ce qu'on appelle délinéaire de la télévision. Et l'idée, c'est de se repositionner en termes marketing et produits comme vraiment une plateforme de destination. C'est-à-dire que je vais sur TF1+, pour essayer de savoir quoi regarder à la télé ce soir. Et je dis télé exprès, c'est au lieu d'aller sur une autre plateforme pour dire je ne sais pas quoi faire ce soir, je vais sur cette plateforme. Là, je ne sais pas quoi faire ce soir, je vais sur TF1+. Et là, j'ai accès à un vaste choix de programmes. Cette transformation, comme tu nous l'expliques, elle a non seulement redéfini tout l'aspect technique de la plateforme, j'imagine également que ça a donné lieu à une redéfinition plus interne au niveau de tes équipes. Est-ce que tu peux nous dire comment vous avez finalement revu l'organisation? Est-ce que ça a été un chantier de nouvelles, du recrutement nécessaire pour justement œuvrer à ce grand projet qui est TF1+? Oui, parce que en fait, ce chamboulement technologique, en fait, on a quasiment doublé les effectifs. On est arrivé à 250 personnes en tout, interne, externe, en régie, de personnes travaillant sur le développement du digital. Et en l'espace de 6 mois, on a dû en fait rebattre les cartes de notre manière de travailler. C'est-à-dire qu'on travaillait déjà en agile, on faisait déjà pas mal de choses, je dirais, by the book, pour le dire comme ça, mais passer à l'échelle à 250 personnes, c'est assez complexe. On a dû, en 6 mois, accélérer des développements, on a dû faire des choix pour essayer de tenir une date à un instant T, donc vraiment faire travers. Et on a dû travailler plus en transverse, je dirais, avec les équipes de TF1 aussi, beaucoup plus, parce qu'on avait toute l'entreprise derrière nous. C'est assez impressionnant, et donc on a dû travailler plus avec l'antenne, plus avec les pôles techniques extérieurs, la régie pub. Enfin, vraiment, on a plus travaillé en transversal qu'auparavant, et on s'est nous-mêmes organisés en fait, pour doubler de taille. En fait. C'est pour atteindre vraiment une taille d'échelle compétitive. C'est vraiment un processus de mise en place et de montée en échelle qui a justement dû vous demander énormément de rigueur et aussi une grande cohésion d'équipe. Et maintenant que le projet a pris son envol, on peut dire que ces premières étapes sont derrière vous. TF1+ a soufflé sa première bougie en janvier dernier. Oui. Est-ce que tu pourrais peut-être nous partager un aperçu, un peu une vue d'hélicoptère de ce qui a été le lancement de TF1+ sur cette première année? En un an, il s'est passé beaucoup de choses. On a démarré le 8 janvier et donc c'est ça, on va souffler la première bougie. On a vraiment lancé sur 15 devices en parallèle, mais on a continué à lancer sur d'autres téléconnectés. On a avancé sur l'international et la francophonie durant cette année. On a
avancé sur tout ce qui est agrégation, viser des partenaires comme Arte, l'Équipe TV et Le Figaro. On a ajouté des fonctionnalités importantes comme Synchro, comme Top Chrono. On a amélioré aussi tout l'aspect, ce qu'on appelle UX, donc plutôt l'aspect visuel de la plateforme et améliorer la manière d'éditorialiser les contenus. Et on a aussi amélioré et augmenté ce qu'on appelle le surfaçage chez nos partenaires, sur Apple TV, sur Google TV. Donc chez les autres, en fait, chez nos partenaires, on a vraiment augmenté la visibilité de TF1+, qu'on n'avait pas du tout au début d'année de janvier. Donc cette année a été assez intense, parce qu'on n'a pas arrêté en fait au 8 janvier, on a continué pendant 12 mois. J'imagine que l'essentiel du travail a été accompli en amont et en effet qu'il continue de l'être. Et au cœur de cette stratégie de déploiement, je sais que vous avez aussi accordé une grande place à des valeurs chères au groupe TF1, notamment tous les sujets de sobriété numérique et de RSE. Comment est-ce qu'il est possible d'optimiser le streaming de manière responsable ? Ça peut paraître effectivement contradictoire de se dire notre but est augmenter du streaming, mais de le faire de manière sobre. On a fait cette année beaucoup de choses. On a amélioré nos algorithmes de streaming, donc la manière dont on streamait. On a baissé des qualités pour certains devices qui n'étaient pas nécessaires, donc ça améliore, je dirais, l'usage, ce qu'on appelle les CPU des serveurs. Donc on a aussi retiré la moitié de nos serveurs qu'on avait hardware en legacy pour diminuer notre consommation énergétique. On a, sur la sobriété, on a aussi, je dirais, outre supprimer, on a rajouté de l'information pour l'utilisateur. C'est-à-dire que l'utilisateur, maintenant, il a le choix de choisir sa qualité vidéo. Donc il peut choisir d'être en SD, donc en basse qualité plutôt qu'en HD. On a aussi mis des pages d'information pour voir les engagements climat et d'usage de CO2 de TF1 qu'on n'avait pas avant. Donc on a fait ça sur nos différentes plateformes. Et en termes, ça c'était sur la partie sobriété, et sur la partie accessibilité, qui est aussi un autre axe très important de la partie RSE, on a avec l'ARCOM, en fait, il y a des demandes qui sont faites de nos usagers, mais pour permettre au plus grand nombre d'avoir accès à nos contenus, notamment les personnes malvoyantes et les personnes âgées. On a amélioré, par rapport à la norme d'accessibilité, ce qu'on appelle nos front-end, donc l'UX, pour permettre à les malvoyants d'avoir accès. C'est-à-dire qu'à travers, grâce à des claviers spécifiques, grâce à des touches de clavier, avoir accès au contenu, à des play-pause, sans avoir à toucher sur les choses, et tous les sous-titres, avoir systématiquement les sous-titres, ou avoir systématiquement ce qu'on appelle les sourds et malentendants, donc des choses qui n'étaient pas là. Donc ça, c'est quelque chose qu'on continue, parce que c'est vraiment un enjeu pour nous d'être accessible pour le plus grand nombre. Et en effet, je comprends que ce n'était pas qu'une simple étape technique, mais vraiment un moment clé pour s'aligner également avec les valeurs du groupe TF1. Et si on revient concrètement sur le jour J du lancement, qu'est-ce qu'il s'est passé concrètement pour toi, pour tes équipes, quand vous avez appuyé sur le bouton du lancement ? Alors, réveil à 6h du matin, tout le monde sur le pont à 6h30. Intense. Il y avait 200 personnes sur le plateau, plutôt quelque chose de joyeux. Tout le monde était à sa place, tout le monde savait ce qu'il devait faire. Et en fait, c'est une grande satisfaction, plutôt un non-événement. Ça a duré 2 heures. Après, c'était plié. Et tout le monde était content. Ah, c'est fait, ah, c'est comme ça. Il n'y a pas eu d'incident, tout s'est bien passé. Chez les opérateurs, c'était bien déployé. On a déployé sur une vingtaine de devices comme ça en 2 heures. Et c'était fini. Et une dose d'adrénaline quand même assez importante, parce que finalement, vraiment l'impression d'être là où il fallait être, et tout le monde dans le même bateau au même moment. Donc c'était assez intense, mais assez satisfaisant. Ça devait être une vraie satisfaction, une grande fierté collective. J'imagine pour arriver à cette réussite, vous avez dû rencontrer plusieurs obstacles. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Comment toi, tu as accueilli ce qui se passait et comment tu as réussi à gérer ça avec tes équipes ? Oui, il y a eu quelques difficultés durant ces 6 mois. D'abord le temps, c'est-à-dire que ça a duré de juillet à décembre. Donc le temps d'aligner tout le monde, d'aligner toute l'entreprise, de mettre tout le monde, comme je disais, sur le même objectif, avec un été au milieu, des périodes de Noël. Donc le temps était une grosse difficulté. Donc des décisions très rapides,
des temps de réaction très rapides et on a raccourci les temps de décision. Ça, c'est un premier point. Deuxième, je dirais, on a appris à renoncer. Non, ce ne sera pas parfait en fait au lancement. Non, on n'aura pas toutes les télés. On n'aura pas un opérateur, on aura les autres. On fera les choses les unes après les autres. Et c'est ce qu'on appelle le MVP, c'est ce qui a le plus de valeur à l'instant T au départ. Et donc ça, c'est une culture qui n'a pas du tout l'entreprise. Et donc, on a dû apprendre en fait à l'ensemble du groupe. Donc c'était assez compliqué, mais ça s'est appliqué en disant oui, on ne sera pas parfait, mais on va être là. Et donc c'est la deuxième difficulté. La troisième, j'en ai déjà parlé, c'est l'aspect organisationnel. Doubler de taille d'équipe en si peu de temps, c'est très compliqué. Donc ça a été un enjeu quotidien, opérationnel, d'aligner tout le monde. Assez compliqué, mais ça s'est fait, sur les 6 mois qui a duré, j'irai jusqu'au lancement. Et après, c'était plutôt un soulagement et ça roulait. Et la dernière, garder le sourire pendant 6 mois, malgré les frustrations, malgré tout ça, c'est quand même un super projet. Il faut avoir tout le monde heureux, content. Il faut que ça se passe bien. Et en fait, c'est une des difficultés, c'est de garder tout le monde comme ça avec le sourire, mais c'est une grande satisfaction le 8 quand tout le monde l'a encore. Donc c'est plutôt bien. Et ces défis, ils ont, comme tu l'expliques très bien, contribué à revoir votre cohésion d'équipe. Ça a vraiment donné une nouvelle dynamique. J'imagine que ça a aussi renforcé l'agilité des équipes en interne. Et aujourd'hui, quelles sont les prochaines étapes, si tu peux nous en dire un peu plus sur pas la photographie, mais un peu la roadmap de ce qui nous attend on va encore accélérer, évidemment. On va accélérer sur la partie francophonie à l'international. On va, après avoir fait la Belgique, le Luxembourg et la Suisse, on va encore accélérer. On va accélérer sur l'agrégation, évidemment, pour rajouter de nouveaux partenaires. Mais maintenant, on a un processus industriel pour le faire rapidement. Donc, on a les moyens de le faire. On va aussi travailler autour de tout ce qui est publicité, donc vraiment les formats publicitaires, essayer d'être plus immersifs dans nos formats publicitaires et permettre à nos clients B2B en fait, de valoriser leurs produits. On va aussi essayer d'aller vers des nouvelles fonctionnalités, des choses qu'on ne fait pas encore, comme ce qu'on appelle le Donut to Go, c'est-à-dire télécharger les contenus pour permettre la visibilité des contenus hors connexion. Voilà, ce genre de choses qu'on va continuer à faire et toujours améliorer l'UX. Et aussi nos algorithmes. On a fait beaucoup d'algorithmie cette année, mais on va encore, je pense, faire des nouvelles choses et travailler l'aspect vidéo encore pour essayer de mettre un peu d'intelligence artificielle autour de la vidéo. Eh bien, merci beaucoup Thierry de nous avoir partagé cette vue d'ensemble de la première année de TF1+. Je te propose, si cela te va, on aime bien dans cette interview clôturée par un format un peu plus informel. Donc on lance, si cela te va, la séquence en Apartech. C'est coupé. Première question pour entamer cette séquence en Apartech. Thierry, est-ce que tu pourrais nous partager une personnalité qui t'inspire et que tu aimerais rencontrer ? Ça va être compliqué, mais Jimi Hendrix. Je suis plutôt guitariste depuis plus de 30 ans et je suis fan de guitare rock. Et donc Jimi Hendrix, j'aurais rêvé de le rencontrer. Et si on passe à un domaine un peu plus actuel, si je te demande un projet ou une mutation d'un secteur qui te passionne particulièrement en ce moment, sur le secteur de la tech. Sans surprise, je dirais l'intelligence artificielle, l'IA, tout ce que ça permet, tout ce que, à la fois en termes de productivité, d'outils, de création et de tech, parce que il y a tout à faire, c'est une page blanche, donc c'est rigolo d'être à ce moment-là. C'est vrai que c'est fascinant, c'est un sujet dont on parle beaucoup en plein essor. Et en lien avec l'IA, par exemple, si tu devais imaginer l'innovation la plus avancée, qu'est-ce que ce serait ? Regarder des écrans sans écran. Ok, donc là c'est presque de la science-fiction, quoi. Plus de plateforme de streaming. Ok. Mais regarder les contenus quand même. Très intéressant. Et de manière peut-être plus tangible, est-ce que tu as un objet ou quelque chose qui ne te quitte jamais dans les bureaux ou avec toi
Alors, j'ai pas forcément un objet, mais j'ai quelque chose que j'ai toujours avec moi. Quelque chose. C'est The Voice, c'est un micro. Comme je disais, je suis musicien. Et donc, pour moi, le micro, la guitare, la musique, je travaille toujours en musique. J'ai toujours de la musique qui tourne toute la journée. Donc voilà, pour moi, The Voice, qui est mon programme préféré, et ce qui va avec, la musique, j'adore. Donc, voilà. Bon, c'est un très bon symbole. C'est une fin d'interview qui tourne beaucoup autour de la musique. Merci Thierry. Merci.